Eh ben, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce premier festival Demain la Ville, le tout premier festival Demain la Ville. Donc on est vraiment heureux que ça soit avec vous, que ça soit ici au sein de la Cité des Halles, que ça soit à Lyon qui est ensoleillé pour ces 4 tables rondes, enfin 4 échanges, tables rondes, entretiens. Ça va évoluer au fil de la journée. Peut-être juste un petit mot sur pourquoi ce festival, quelle va être la tonalité qu'on va essayer de donner à cet événement, pourquoi et qui l'a porté. Alors, festival Demain la Ville. Demain la Ville, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la fondation Bouygues Immobilier, donc la fondation d'entreprise Bouygues Immobilier qui est la principale porteuse de cet événement, avec conjointement Urbanera. Urbanera qui est la marque grand projet urbain de Bouygues Immobilier et qui est dans le rôle d'aménageur sur ce site, sur cette ancienne friche Nexens et sur cette démarche de préfiguration dont on aura l'occasion de reparler lors de la 2e table ronde, donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Peut-être juste un petit mot pour vous préciser un peu ce qu'est Demain la Ville. C'est aussi un blog qui existe depuis 2012, qui publie des centaines et des centaines d'articles, d'entretiens, de comptes rendus, de voyage, de mise en valeur de bonnes pratiques vertueuses observées à travers le monde. Moi-même, j'ai eu la chance d'y contribuer beaucoup à l'écrit ainsi qu'en vidéo, des vidéos qui sont projetées au sein de l'espace, là-bas je crois, où vous pourrez suivre tout ce qu'on essaye de raconter. Et le but de Demain la Ville, c'est d'essayer de mettre en débat, de mettre en dialogue tous les enjeux de la ville de demain, de les mettre en dialogue en essayant de montrer comment ils interpellent le quotidien de tout un chacun. Donc d'essayer de faire sortir aussi les enjeux urbains de du simple cénacle, on va dire, des urbanistes, des élus, des acteurs urbains tels qu'on l'entend d'habitude, et d'essayer de mettre ça en débat avec le grand public. Et c'est la tonalité qu'on va essayer de donner aujourd'hui à cet événement. Je vais vous présenter rapidement, avant d'introduire Sylvain Grisot, les différentes tables rondes qu'on va avoir. La première, ça sera donc un dialogue avec Sylvain Grisot. Je reviens là-dessus dans une seconde. La deuxième, ça sera avec Patrice Duchemin. On essaiera d'interroger la question des proximités, la question des imaginaires de la proximité. Et on essaiera d'en profiter pour avoir aussi un regard sur ce qui se passe ici, au sein de la Cité des Halles. Qu'est-ce que ça raconte de la ville de demain, de se retrouver dans ce lieu, dans cette friche et cette préfiguration d'une ville qui est encore en construction, dans ce lieu qui est littéralement en construction, comme vous le voyez autour de vous et moi. Ensuite, on aura, à partir de 18h environ, 2 tables rondes qui se succéderont. La première portera sur la ville résiliente. Alors c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment, qui est très à la mode en ce moment, qui recouvre pas mal de réalités, la question de la végétalisation, de la nature en ville, mais aussi la question du bien-être, la question de la santé, la question des solidarités aussi. Donc on aura 4 intervenantes et intervenants pour en parler, et on enchaînera avec une table ronde sur la marchabilité, la question des espaces publics, de la place des modes doux, la question aussi de l'apaisement de cette ville. Parce que rêver la ville de demain, c'est le titre qu'on a donné à cet événement, ça implique aussi de se mettre à l'échelle de la rue et à l'échelle des habitants. Rêver la ville de demain, c'est donc le titre de ce premier festival Demain la Ville. On s'est dit que le fil rouge, ça devait être rêver, c'est important. Rêver, c'est important, c'est même nécessaire, à mon sens, de rêver la ville de demain, d'essayer de se projeter dans une ville un peu plus désirable, un peu plus idéale. Mais par contre, rêver la ville de demain, ça ne doit pas empêcher de se poser la question de comment on fait concrètement. Comment est-ce qu'on incarne tout ça? Comment est-ce qu'on le construit? Comment est-ce qu'on le façonne? Quand on est un acteur urbain, quand on est un penseur de la ville, cette interrogation de comment on met du concret dans le rêve et comment on met du rêve dans le concret, ça sera le fil rouge des différentes interventions qui suivront. Si c'est OK pour vous, je vais commencer. 2 parenthèses, parce que j'ai toujours des choses à dire. À partir de 16h30, donc très bientôt, il y aura aussi des ateliers agriculture urbaine, ateliers street art et ateliers cuisine, qui auront lieu dans les différents espaces de la Cité des Halles. Et puis surtout, on va essayer de réserver à chaque fois 10-15 minutes de questions du public. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des initiatives que vous souhaitez partager, vous les notez dans un coin de votre tête et vous pourrez les poser donc à Sylvain Grisot, notre premier intervenant. Sylvain, si ça te va, je vais me diriger vers toi. Et puis on va lancer ça. Je vais en profiter, je vais parler en marchant, comme ça on ne perd pas de temps. Sylvain Grisot. On va se vous voyer pour les formalités. Vous êtes fondateur de l'agence Dixit.net, une agence de recherche urbaine qui existe depuis un moment déjà. Depuis combien de temps ?
Non, depuis 6 ans, c'est pas si vieux que ça quand même. Hein. Si, ça commence à faire... Bon, d'accord. Et surtout, tu es l'auteur d'un livre remarquable et remarqué, je voulais dire ça pour te brosser dans le sens du poil, mais c'est vrai, il rencontre un écho assez spectaculaire que j'ai dans la première édition et qui est donc titré Manifeste pour un urbanisme circulaire. On discutera ensemble de ce qu'est cet urbanisme circulaire. Mais il a comme sous-titre pour des alternatives concrètes à l'étalement de la ville. Et ce que je voulais proposer, c'est qu'on commence par la citation que tu as utilisée en ouverture de ton bouquin. Je vais la lire en direct devant vous. Je crois que je ne la connais pas par cœur. Après une petite préface prospective que tu nous raconteras aussi. Cette citation, tu l'as piochée dans la petite encyclopédie bouffonne de 1860, et elle dit ceci: « Si l'on construisait actuellement des villes, on les construirait à la campagne, l'air y serait plus sain. » Et ça fait écho forcément, même si tu as écrit le livre avant, à toutes ces questions d'exode rural qu'on a entendues, notamment avec le confinement, à cette question de la place de la nature en ville et de l'appétence des citadins pour la nature en ville. Et ma question, en me faisant l'avocat du diable, elle est celle-ci. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé au bout du modèle urbain? Est-ce que la solution pour résoudre tous les problèmes des villes, c'est ça, c'est de partir, de vivre tous en pavillonnaire et d'abandonner cette idée qu'on peut construire des villes désirables et dans lesquelles on se sent bien? Alors, on nous dit pas on va tous vivre dans le pavillonnaire. Hein. C'est tous à la campagne. On va tous partir à la campagne. La citation que je mets, elle est, en fait, c'est une blague hein, qui est reprise souvent. Alors, je suis revenu à la source. Souvent, c'est cité. Le nom qui est mis en dessous, c'est Alphonse Allais. Évidemment. Enfin, oui, c'est la solution. Moi aujourd'hui. J'ai envie d'une chose, c'est d'avoir cette petite maison sur le flanc sud de la montagne et de voir les villages en dessous, hein, d'être au cœur de la nature. Sauf que si moi j'ai envie de ça et que vous aussi vous avez envie de ça, en fait ça marche pas. Et c'est un exercice qui a été fait pendant le confinement par une chercheuse qui a montré juste par l'absurde que si on recommence aujourd'hui à spatialiser la population qui est aujourd'hui en France et qu'on la met à la campagne, simplement, évidemment, on n'a plus de campagne. Hein. On perd la définition même de la campagne. Et en fait, ce fameux exode urbain dont on parle beaucoup, ce tous à la campagne, on ne sait pas exactement encore ce que ça va dire. Hein. Il y avait encore un article là dans Le Monde qui était globalement une série de citations d'agents immobiliers. Donc chacun fait la science qu'il veut. En tout cas, pour moi, ce n'est pas encore des données très concrètes. En tout cas, ce qu'on voit apparaître, c'est plutôt finalement des dynamiques qu'on connaissait. Quitter Paris, c'est pas nouveau. Aller en Île-de-France, c'est pas nouveau. Et puis aller dans le périurbain, c'est loin d'être nouveau. Et aujourd'hui, c'est ça le phénomène. Si ça se retrouve, si la traduction, c'est tous dans le périurbain, en fait, on est dans le mur. Et c'est la raison pour laquelle tu as sous-titré ce livre des solutions pour lutter contre cet étalement urbain. C'est quoi l'enjeu? On est dans le mur, pourquoi? Parce que on sait que c'est des modèles qui sont intenables sur le plan durable, mais encore, qu'est-ce que ça pose comme question? On le sait ou on le sait pas. Aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on a des chiffres sur l'étalement urbain. C'est-à-dire, normalement, on dit toujours, tu sais, c'est les discours ministériels. En France, on artificialise l'équivalent d'un département tous les 7 ans. Un bon point pour madame. Qui dit mieux? Alors 7 ans, en fait, ça a changé. Maintenant, on dit 10 ans. Voilà, 10 ans. En fait, c'est tous les 20 ans. En fait, on a des chiffres sur ce fameux problème dont on parle depuis très longtemps, depuis 2 ans et demi. Donc ça veut dire comment on peut traiter un problème à partir du moment où on n'est même pas capable de le mesurer. Sauf que ça fait quand même 25 à 30 000 hectares par an. C'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes. Et je suis nantais, je peux vous dire, il n'y a pas de manifestation dans les rues de Nantes contre l'étalement urbain. Hein. Il y en a eu contre l'aéroport. Ça veut dire fragmentation des milieux, ça veut dire une perte de sol agricole. C'est essentiellement des sols agricoles qu'on consomme pour faire la ville. Or, on en a besoin en termes de résilience urbaine. Et puis, je pense que les manifestations autour du rond-point du Leclerc nous ont quand même, si ce n'est appris, en tout cas, nous ont fait réaliser qu'on avait des fragmentations sociales qui étaient extrêmement importantes. Et aujourd'hui, on a une éviction de, globalement, toutes les métropoles régionales des ménages aux revenus normaux, ce qu'on a appelé les travailleurs essentiels pendant le confinement. Mais si on en revient au diptyque que j'évoquais en introduction, cette question de mettre du concret là-dedans. Toi, tu proposes l'urbanisme circulaire. Déjà, qu'est-ce que ça raconte, l'urbanisme circulaire? Et peut-être, question subsidiaire, en quoi c'est un modèle plus désirable? En quoi ça produit du rêve aussi par rapport à cette question, par exemple, de l'étalement urbain, qui est un rêve pour énormément de Françaises et Français?
Alors tu le dis, on le dit beaucoup, on fait beaucoup de sondages qui montrent que c'est un rêve, c'est-à-dire il y a ce désir pavillonnaire, etc. etc. C'est en fait, c'est un peu une part génétique. Vous savez, le Hollandais fait du vélo et le Français veut habiter dans un pavillon. C'est dans nos gènes. En fait, c'est un construit. C'est un construit depuis le début des années 70, où on a une inversion du modèle de la reconstruction, le grand ensemble, le locatif, et le bailleur social. Et finalement, on vient externaliser, plus exactement privatiser la fabrication de la ville avec les lotisseurs. Et puis, c'est le début du slogan « Une France de propriétaires », avec l'éloge du pavillonnaire. Donc déjà, c'est un construit. Et puis, globalement, l'ensemble des sondages aujourd'hui donnent le choix aux Français entre, d'un côté, une cage à lapins, plutôt 8e étage, etc., et de l'autre côté, la petite maison dans la prairie. Alors moi, j'ai été sollicité très tardivement pour un de ces sondages-là auprès de la population, après le premier confinement, et justement pour savoir quelles étaient les envies des Français, etc. Et puis, donc, il y avait différentes typologies de logements. Vous savez, on se projette sur des trucs, et on a des objets, et donc on proposait ça. J'ai dit, bon, allez-y, faites votre truc, mais est-ce qu'on pourrait rajouter une question qui est de dire, qu'est-ce qui pour vous fait un bon logement ? Et les réponses, c'était un sondage national, les réponses sont très très claires. Il y a une envie de calme, un besoin de calme, un besoin d'extérieur. Finalement, tout logement devrait avoir un extérieur, que ce soit un balcon, un jardin, etc. Et un besoin de proximité. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est une excellente définition de la ville, ou en tout cas, ce qu'elle devrait être. Parce qu'on a vécu ce calme pendant le confinement, dans la ville, au cœur de la ville. On s'est dit, les oiseaux sont revenus, mais pas du tout, ils étaient là. On ne les entendait pas à cause des bagnoles, c'est très différent. Et on a titré la table ronde plus précisément « Rêver l'urbanisme autrement ». Est-ce que, question très bête et concrète, est-ce qu'aujourd'hui, l'urbanisme est en mesure, est-ce que la discipline urbanistique est en mesure de répondre à ça ? Est-ce que les modèles urbains, les modèles économiques, etc., sont en mesure de produire cette ville-là ? Parce que le confinement, c'était une anomalie dans l'histoire urbaine. Comment est-ce qu'on peut en faire une normalité souhaitable, entre guillemets ? Alors, c'est une anomalie, mais on construit des choses sur les anomalies. Je discutais hier avec un Hollandais qui racontait comment, dans les années 70, il y a eu un croisement à la fois avec des manifestations contre la présence de la voiture dans la rue, à cause d'un accident, gamin d'un journaliste qui s'est fait rouler dessus, un mort, et il lance un mouvement. Et ça vient en parallèle avec la crise pétrolière. Et pendant la crise pétrolière, en Hollande, on a lancé la journée sans voiture. Mais pas pour aller contre la voiture, c'était pour économiser l'essence. C'est pas du tout... Sauf que là, les gens ont vu ce que ça faisait, en fait. Et ils se sont dit, en fait, c'est possible et c'est souhaitable. Et regardez ce qui s'est passé derrière. Donc on peut aussi peut-être apprendre de ça au travers du confinement. Après, est-ce qu'on est prêt, nous, professionnels de la ville ? Pas urbaniste, voilà. Pour moi, c'est pas une discipline, etc. Déjà, la ville, elle est faite essentiellement par des géomètres et des notaires, pas par des architectes et des urbanistes. Donc, est-ce qu'on est prêt collectivement, nous tous qui faisons la ville, à faire ? En fait, oui. Ici, on fait pas de la ville standard, manifestement. On n'est pas sur un programme qui est ciblé sur à la fois d'un côté le modèle pavillonnaire, de l'autre côté la défiscalisation. Donc on sait faire. Le problème, c'est qu'on a des pionniers un peu partout. Moi, je passe la moitié de mon bouquin justement à donner la parole à ces pionniers. La question, c'est est-ce que ça fait modèle ? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, ça devient le modèle dominant et ça bascule ? Aujourd'hui, pas encore. Mais concrètement, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait ? On en parlait en préparant cette intervention, enfin ce dialogue. Ce livre, il a quand même rencontré un succès fou auprès de certains acteurs, auprès des élus, des décideurs. Mais on sent bien derrière que pour activer ça, pour mettre en branle cette machine qu'est la ville, c'est une galère sans nom. Il y a une inertie folle. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir activer et lancer cette machine ? Déjà, on peut constater aujourd'hui que ça coince. Il y a des débats, il commence à y avoir des tensions. C'est bon signe. Si ça coince, c'est que ça bouge. S'il y a des oppositions, c'est que ça commence à devenir sérieux. C'est qu'il se passe un truc. Après, on peut aussi se dire que c'est très long de faire la ville. En fait, c'est vachement long de faire la ville. Et on est sur des processus qui sont les plus complexes. C'est les processus, là sur ce pâté de maison,
Alors on ne le voit pas, c'est dans des bilans différents, etc., etc. C'est des centaines, voire peut-être des milliards d'euros qui vont être dépensés. En termes d'investissement, c'est des coûts phénoménaux. C'est du bien collectif. C'est des acteurs privés, des acteurs publics. C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. C'est d'une complexité sans nom. Donc ça veut dire qu'il faut inventer un système, le faire bifurquer vers d'autres façons de faire qui sont en plus complexes. Parce qu'on est en train de parler d'un lieu bâti, on est en train de parler d'un lieu habité, sur lequel il va falloir passer du temps, tenter des choses, hésiter, se tromper, revenir en arrière, etc. C'est long, en fait c'est vachement long. Mais ça tombe bien, on a le temps. On a le temps de la transition en fait. Il faut qu'on commence très vite, mais en même temps, une transition, c'est se fixer un cap, se décider, se dire qu'on change dès aujourd'hui, et après se donner le temps de fixer la trajectoire et d'avancer collectivement. Mais on a besoin tous de se former. Quand on préparait cette discussion, moi je t'avais posé la question, est-ce qu'on a vraiment le temps de rêver? Et tu m'as répondu, si je ne trahis pas tes paroles, on n'a pas besoin de rêver. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Que effectivement tout est sous nos yeux et que entre guillemets, la question du rêve, la question de cette utopie, cet idéal urbain... c'est peut-être pas... on n'en a pas besoin là? Ouais, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Autant on a besoin de travailler les imaginaires. Mais peut-être qu'on y reviendra, parce que vraiment pour moi c'est important. Aujourd'hui, on n'est pas que sur des arguments objectifs. Hein, ça suffit pas. Enfin, moi je parle de quatre marches en fait. Il y a je comprends, c'est l'argument objectif, c'est les 30 000 hectares par an, etc., etc. Il y a je sens, et c'est là où l'imaginaire il vient. C'est là où le récit il est vachement important. Après, il y a le j'ai envie de bouger. C'est encore une marche après. Et puis finalement, là, c'est les exemples. C'est le fait qu'il y ait des gens devant nous qui l'ont déjà fait. On n'est pas tout seul à essuyer les plates. Et puis ensuite, j'agis. Mais si je loupe une marche, je descends l'escalier. Hein. Ça ne marche pas. Par contre, le rêve, ou l'utopie, comme tu dis, c'est pour moi absolument pas le sujet. L'utopie, c'est le lieu de nulle part. Et si c'est rêver tout seul de cette fameuse ville idéale, on n'a plus le temps de tout ça, en fait. On a un virage à prendre pour 2050. Et en plus, on a une démarche qui doit être hyper située. La façon dont on doit faire la ville aujourd'hui est hyper située. C'est une ville qui est déjà habitée. C'est une ville qui est déjà là. La ville de 2050, elle existe déjà autour de nous à 80%. Donc, en fait, l'outil de notre ville du futur est déjà autour de nous. Moi, les colloques sur la ville du futur, je suis désolé, ne m'intéressent pas. J'habite déjà la ville du futur. La question, c'est comment je transforme celle qui m'entoure. Donc voilà, et c'est au contraire, on a besoin d'une démarche qui est pas utopique, qui est topique, qui est située, qui est localisée, qui a une géographie, qui est habitée, qui a du bâti, qui a un existant, qui a un passif, etc., etc. Mais pour garder cette place des imaginaires dans cette ville, dans cet existant, toi tu parles beaucoup de la question de la mise en récit. Peut-être un mot sur, si tu as envie de nous parler de la fresque de la ville, qui est aussi un bon exercice de mettre en récit ces imaginaires et de... C'est quoi le but de la mise en récit? C'est de permettre d'embarquer les gens dans cette espèce d'imaginaire commun qu'il faut avoir? Alors, ouais, moi j'en parle, mais sans prétention. J'en parle par envie, etc. Parce que je suis comme nous tous. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à l'école qui a appris à travailler les imaginaires. On n'apprend pas ça. Or, je suis désolé, moi, l'histoire mondiale, elle n'est pas forgée par la rationalité, des choix objectifs et des débats démocratiques sains. Il me semble que c'est une suite de guerres, de batailles, d'ego, etc., etc. Il y a bien un moment des questions de mise en récit au travers des imaginaires qui sont des outils du changement, des vrais moteurs du changement. Donc, oui, moi, je travaille avec ça. J'essaie en tout cas de travailler avec ça. C'est l'introduction de mon bouquin, j'arrivais pas à l'écrire, donc j'ai raconté une histoire. Donc il y a un maire qui revient, 2032 je crois, et qui nous explique en quoi ça a été difficile. En quoi ces 2 mandats, et ce sera le dernier pour lui, ont été vraiment des mandats de changement extrêmement durs, et que s'il avait su, il n'aurait pas fait. Mais finalement, on a réussi. Donc ça, c'est quelqu'un qui revient du futur et qui nous dit oui, en fait, c'est possible. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et ça permet aussi, sur une image qui est partielle, sur laquelle on a quelques éléments, des éléments de rationalité, des liens pas évidents, d'avoir une image complète, une image globale de tout ça. Donc on a fait un exercice et on a fait un concours de nouvelles. Alors on est un bureau d'études, hein, on fait de la recherche et du conseil, et donc on fait aussi des concours de nouvelles auprès des lecteurs de notre newsletter. Donc vous ne manquerez pas de vous inscrire sur dixit.net, c'est toutes les semaines le mercredi, vous avez loupé celle de ce matin. Pas bravo. Et on a demandé justement des propositions de texte
en disant c'est une nouvelle, donc on parle du futur, c'est de la science-fiction, mais on voudrait que ce soit positif. Et il n'y a rien de plus difficile en fait. Écrire un futur positif, c'est hyper compliqué. Et ça oui, je suis d'accord, mais comme outil, pas en se disant qu'on va imaginer la ville du futur. Non, on imagine des futurs pour travailler la ville d'aujourd'hui, ça c'est très différent. Ça me fait écho à pas mal de choses, mais cette question de la proximité avec la science-fiction, elle revient souvent en ce moment dans les imaginaires de la ville. Il y a des associations, des collectifs qui sont d'ailleurs même ici présents, qui travaillent sur cette question des imaginaires, de la production d'imaginaires et d'imaginaires positifs. On le sait, en plus, la science-fiction, elle est quand même très dystopique. Il y a des courants qui émergent. J'invite celles et ceux qui sont curieux de regarder, par exemple, le courant Solar Punk, qui est un courant qui a vocation à proposer du punk positif, mais on se retrouve très vite avec des images de villes végétalisées, un peu caricaturales. Comment est-ce qu'on peut trouver un mix entre quelque chose qui n'est pas dystopique, qui n'est pas cette ville smart, ultra connectée, de la surveillance horrible et affreuse dont personne ne veut, mais qui n'est pas non plus la vision angélique dans laquelle tout va bien, tous les problèmes sont réglés, et finalement c'est comme si en fait il n'y avait jamais eu de problème. On revient, pour moi, on revient à cette question d'être de quelque part et de travailler sur quelque part, en fait. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est qu'on parle de ce bâtiment et de ce quartier dans 10 ans, sur des futurs qui soient appréhendables, avec des ruptures. Il y a par exemple un truc qui marche très bien, c'est d'imaginer un futur positif dans lequel il y a une crise. Ça, c'est un procédé littéraire qui finalement est assez puissant. Ça foire et puis on y arrive. Et donc on est obligé d'imaginer le cheminement finalement entre le point A et le point B. Et ça devient intéressant. Et quelque part, c'est pas tant une histoire qui est intéressante que la somme d'histoires. Et la somme d'histoires sur un lieu, ça permet aussi d'imaginer tout un champ des possibles et de voir que finalement le futur d'un lieu, notamment quand on travaille la ville déjà là, quand on fait ce que j'appelle de l'urbanisme circulaire, en fait, on ne l'écrit pas. On ne fait pas le projet de façon définitive en disant dans 10 ans, ce sera ça, avec une belle image, 4 par 3, etc. Alors, on produit des images qui mentent souvent, qui sont souvent très vertes d'ailleurs, vous constaterez, qui sont des objets marketing. Le récit, il permet de se forger sa propre image. Et si en plus, il y a une pluralité d'images, c'est encore plus intéressant. Parce que ça montre aussi qu'on a un champ des possibles qui est ouvert. Donc ça c'est bien. Moi, après, ce qui me passionne, c'est moins d'avoir des professionnels qui écrivent que d'avoir des gens qui ne savent pas écrire, qui pensent qu'ils ne savent pas écrire, qui écrivent. Il y a un exercice que j'ai eu l'occasion d'animer plusieurs fois, qui s'appelle Bright Mirror, qui est un exercice collectif. Comment tu dis ? Bright Mirror. Ok, en référence à Black Mirror. À Black Mirror. Mais donc c'est l'inverse, donc radieuse. C'est positif. Et par petits groupes, on fait sur la base d'un début de phrase, d'un bout d'imaginaire, etc. On fait écrire des gens qui ne savent pas écrire. Et à la fin de la séance, ils ont écrit une nouvelle de science-fiction, positive. Ils l'ont écrit collectivement et ils se sont aperçus qu'ils savaient écrire de la science-fiction et que c'était pas si compliqué. Alors évidemment, c'est pas forcément très bon, c'est pas forcément brillant, mais la somme de ces petites histoires est absolument passionnante. Et là, on arrive aussi, derrière nous, professionnels, à tisser des choses et dire, regardez de quoi les gens ont envie. Et bien souvent, d'ailleurs, les professionnels ou les élus hésitent, ils se disent non, ça les gens veulent pas, etc., etc. Non, quand on rentre dans le détail, quand on passe par ces procédés-là, quand on explique que le changement est souhaitable, souvent l'envie de changement va beaucoup plus loin que ce qui était imaginé. Regardez ce qu'ont imaginé les 150 de la Convention citoyenne pour le climat. Je veux dire, on n'est pas que mer vert, manifestement on le devient. C'est-à-dire qu'à coup d'informations, etc., etc., non seulement ils disent qu'il faut que ça bouge, mais ils disent qu'il faut que ça bouge fort, mais par contre qu'il faut le temps de le faire et qu'il faut une trajectoire. Dont acte, allons-y. On a pris des citoyens normaux, on a pris des citoyens qui ont parlé d'étalement urbain alors que ce n'était pas leur sujet, et statistiquement, un tiers d'entre eux habitent dans le périurbain, sans doute une bonne partie sont propriétaires de SUV, etc., etc. On comprend. Donc parlons, expliquons, et puis derrière, imaginons un futur. Si tu veux, moi, on s'arrête là, parce que quand même, imaginons un futur, ça reste une bonne phrase de conclusion, j'aurais pas mieux. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'accorde 15 minutes de questions avec vous, de réactions. Comme d'habitude, il y aura un micro qui va passer, qui sera lavé entre chaque prise de parole. Comme d'habitude, je vous demanderai au maximum de privilégier des questions courtes, surtout adressées à Sylvain Grisot, moins des commentaires, pas forcément des remarques, voilà. Et puis de rester un peu court, de manière à ce que tout le monde puisse prendre la parole, si ça vous va.
Bonjour à tous. Question courte. Comment on concilie l'imagination et la production d'un futur avec une mandature de 6 ans? C'est une super question. Aujourd'hui, on a sur la fabrique urbaine un bouleversement du jeu d'acteurs. On n'est qu'au début, sur lequel on voit bien que le lien entre public et privé est plus le même. Alors moi, je ne vous parle pas d'urbanisme négocié, de PPP, etc. etc. C'est qu'aujourd'hui, à partir du moment où faire la ville, et surtout refaire la ville, c'est plus l'étendre, à partir du moment où globalement on a épuisé les grandes plaques des grandes ZAC, on a fini les grandes opérations, ça veut dire que en fait on fait des micro-opérations. Ce qui change aussi le rôle de l'élu. C'est-à-dire que l'élu, ça devient un élu peut-être plus régulateur, en tout cas moi je l'appelle de mes voeux, plus dans la régulation, mais surtout plus dans l'animation du dialogue démocratique. Je pense que faire la ville, je suis désolé, mais c'est trop sérieux pour laisser faire ça par des promoteurs et leurs architectes. C'est trop complexe. Et c'est pas à leur échelle parce qu'ils n'en sont pas propriétaires du quartier. Ils sont propriétaires d'une parcelle, ou en tout cas ils vont peut-être l'être. C'est les premiers à demander une implication de l'élu dans la compréhension du contexte. C'est les premiers à demander une implication de l'élu dans la mise en débat. Et ça me semble être vraiment l'alpha et l'oméga de l'élu local, et notamment de la figure du maire ou de l'élu d'arrondissement ou de quartier, selon là où on en est. Donc à mon sens, le mandat de 6 ans n'est plus un problème à partir du moment où le rôle de l'élu, c'est de faire que le débat ait lieu localement entre les porteurs de projets, qu'ils soient publics et privés, et la population, entre finalement le présent et le futur, et finalement donner de la qualité à ce débat-là. C'est un changement complet, et c'est plus un élu qui est presse-bouton entre 3 scénarios proposés par des techniciens, entre le A, trop cher, on ne peut pas se le payer, le C qui est merdique, et le B qui est finalement un bon compromis. C'est un vrai rôle de démocratie locale. Il faut qu'on réinvente tout, et notamment qu'on réinvente les pratiques de dialogue, qu'on aille dans les réunions de concertation, non plus pour gueuler, non plus être toujours les mêmes, mais pour participer au débat, c'est-à-dire collectivement, il faut qu'on transforme. Il y a des collectivités qui l'ont fait. On a l'histoire de Vancouver qui a fait 15 ans d'efforts sur ces questions-là, avec au cœur l'élu local qui finalement fait le contexte du débat entre le promoteur privé notamment et la population. Donc il n'y a plus de problème, plus d'antagonistes avec ce mandat de 6 ans, en tout cas quand on est dans cette projection-là. Sauf erreur, vous avez évoqué tout à l'heure le rôle des géomètres et des notaires comme étant ceux qui transformaient finalement la ville. Alors quel rôle qu'est-ce qu'on peut imaginer comme changement de rôle, comme contribution? Il imagine tout seul. C'était juste un repère. Moi, j'ai rien contre ces professions en particulier, mais juste un repère pour dire que en fait, l'essentiel de la ville, telle qu'elle est produite, ce que j'appelle la fabrique de la ville, c'est pas une science ou une démarche, etc., n'est pas voulu, n'est pas organisé, n'est pas planifié par des professions dont le métier est finalement d'organiser, de structurer le dialogue démocratique ou autre. La plupart des opérations qui font la ville du quotidien sont pas souhaitées par des élus, sont pas organisées, sont pas dessinées par des architectes, etc. C'est des phénomènes spontanés. Alors moins en France que dans d'autres pays, mais globalement, c'est quand même plutôt ça. Ça veut dire que la fabrique de la ville, elle est finalement spontanée, et il faut comprendre aussi celle-là. Il faut aussi faire des efforts pour celle-ci, et pas que pour ces grandes opérations sur lesquelles on mobilise de l'intelligence, des spécialistes, etc. etc. Finalement, vous faites la ville. Vous décidez de rajouter un étage sur votre maison, vous dialoguez dans votre lotissement, vous allez négocier avec la mairie, etc. etc. Vous faites la ville. Donc on parle beaucoup de la ville et on sait qu'il y a des acteurs, des outils, des réflexions. Comment on pourrait faire pour que le périurbain soit plus vertueux? Merci et désolé. J'ai fait une vraie erreur. Moi, quand je parle de la ville, je suis désolé, je mets même le périurbain. Je mets même le village, en fait, dedans. En fait, je parle d'espace urbain. Et le périurbain est dedans. Et non seulement il est dedans, mais c'est le territoire de l'avenir. C'est-à-dire c'est un territoire sous-dense, c'est un territoire souvent qui a justement, c'est plutôt de la ville spontanée, c'est plutôt une ville de géomètres, et donc qui n'a pas nécessairement été pensé dans sa globalité, ou en tout cas pas bien, et sur lequel la profession organisée des urbanistes ont beaucoup daubé globalement. Mais moi j'aime bien faire la part des choses entre les problèmes d'hier et les problèmes d'aujourd'hui. Et le lotissement qui a été fait hier, il est là, et c'est de la ville. Non seulement c'est de la ville, mais c'est une ville qui est plutôt bien vécue. C'est une ville dans laquelle on fait ses enfants, c'est une ville dans laquelle on fait son enfance, c'est une ville dans laquelle on devient propriétaire.
C'est une ville qui nous permet d'échapper parfois de quartiers dont on a besoin d'échapper, etc. Donc c'est une ville qui a eu beaucoup de qualités. Hein. Et c'est une ville aussi qui a cette qualité première aujourd'hui du fait qu'il y a de la place. C'est une ville sous-dense, donc on peut rajouter des logements, on peut rajouter du commerce, on peut rajouter derrière tout un travail sur les mobilités douces, etc., 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 etc. Finalement, il y a plus de potentiel. Je ne sais pas s'il y a des élus lyonnais ici, mais il y a plus de potentiel dans le périurbain de Lyon que dans le cœur de la ville de Lyon, hein, parce qu'il y a plus de place et il y a plus d'avenir là-dessus. Le vrai problème derrière, c'est qu'on soit clair aussi avec le problème d'aujourd'hui. Et le problème d'aujourd'hui, c'est d'éviter qu'il y ait un nouveau lotissement qui se crée, qu'il y ait un nouveau ménage qui vienne investir avec un emprunt à 25 ans, toujours plus loin et toujours trop loin. Et Wifra qui sera dépendant demain de sa voiture et il prendra des risques aussi pour la vie de son ménage. Donc oui, il y a le périurbain, il y a le village aussi, il y a la ville moyenne. Moi, je travaille beaucoup aujourd'hui sur les villes moyennes dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Tout ça, c'est des espaces urbains dans lesquels l'ennemi n'est pas l'autre, en tout cas pas l'autre qu'on montre. L'ennemi de la ville moyenne, c'est certainement pas la métropole. L'ennemi, c'est justement son périurbain très proche qui vient dévitaliser le cœur de ville. Donc arrêtons simplement les mouvements négatifs. Et là, oui, il faut arrêter. Et ça, il faut arrêter drastiquement, justement, pour permettre de réinventer ces espaces-là, qui sont des espaces d'avenir. Quand je dis le périurbain, c'est évidemment les lotissements, mais aussi les zones d'activité économique, qui sont globalement des impensés aujourd'hui, et sur lesquels il y a un potentiel dans l'existant, hein, dans les sols déjà artificialisés, qui est absolument phénoménal. Bonjour. Qu'est-ce que ce serait un urbanisme circulaire inclusif et pas de bobo? Alors, moi, je parle de... Alors, un urbanisme circulaire, justement, il s'applique à la ville, donc à toutes les villes, hein, déjà. Et à la base de ça, moi, je pose un problème très simple, hein, qui est le fait que depuis une quinzaine d'années, globalement, on a loupé une bataille fondamentale, hein, qui est celle du logement abordable. Et qu'à un moment, l'urbanisme circulaire, alors vous lirez le bouquin, enfin vous ferez ce que vous voulez avec ça, mais en tout cas, l'idée, c'est évidemment d'inventer un modèle qui soit un modèle alternatif à l'étalement urbain, et ça tombe bien, j'ai rien inventé, il existe. Il y a des solutions un peu partout. Au cœur de l'étalement urbain, il y a cette question de la dépendance automobile. Hein, l'étalement urbain, ça génère du trafic automobile, ça génère les bouchons que vous connaissez, mais c'est aussi lié à l'invention du système automobile. Donc il y a bien des alternatives à créer, qui sont les alternatives de la proximité. Rapprocher les fonctions et puis être en capacité de bouger entre ces fonctions, d'aller à l'emploi, à l'école, au commerce, sans utiliser sa voiture. C'est la ville de la proximité, mais il faut pouvoir se la payer, la ville de la proximité. C'est la question clé aujourd'hui. C'est la question clé et c'est une question que j'aborde là-dessus. Et je pense qu'on arrive au bout d'un système. C'est dire aujourd'hui que la gestion par le marché permet de gérer l'ensemble des sols. C'est admettre que c'est dire que le logement serait bien traité, notamment le logement abordable ou le logement social. C'est dire que la question des rez-de-chaussée commerciaux serait bien traitée aujourd'hui dans la ville. Je ne pense pas. C'est dire que le foncier économique serait aujourd'hui bien géré sur nos territoires. À mon avis, non. C'est dire que l'agriculture périurbaine serait bien gérée. Je ne pense pas non plus. Donc il y a une question aussi. Il y a un moment, il y a des sols qui sont trop importants. Moi, j'ai été traité de collectiviste à l'Assemblée nationale, hein, par une députée. C'est simplement, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus et qu'il y a un truc qui ne marche pas, c'est la gestion par le marché de la production de logements abordables. Je suis désolé, ça ne marche pas. On n'a pas réussi, on ne tient pas les prix. Ce qui fait que pour des ménages aux revenus normaux aujourd'hui, ceux dont certains sont aperçus qu'ils étaient essentiels pour faire tourner la ville, ils ne peuvent simplement pas habiter dans la ville, pas habiter en tout cas dans la métropole attractive. Donc on doit, à un moment, rendre commun, créer ces formes de sol commun. On a des outils aujourd'hui, mais qui sont marginaux, qui permettent de sortir de l'équation économique à la fois la valeur du sol, mais aussi la spéculation sur la valeur du sol, pour que le cœur de la ville redevienne abordable à des gens qui ont des salaires normaux. Donc oui, c'est le cœur du sujet. On passe par là, et si on loupe ce truc-là, on n'a rien fait en fait. On n'a rien fait parce qu'on a accentué cette fragmentation et on a repoussé toujours plus loin ceux qui ne peuvent pas se payer la ville. Ça veut dire qu'ils viennent en bagnole et ça veut dire que le système ne fonctionne pas. Voilà. Moi, j'ai écrit ce bouquin parce que j'ai entendu un élu que j'aimais bien dire dans la même phrase « Il y a trop de chantiers dans la ville et il y a trop de bouchons ». Dans une ville attractive, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Si vous ne produisez pas le logement, certains segments de logement, s'il n'y a pas la capacité de se loger pour des gens qui viennent, ils vont aller plus loin, ils viendront travailler en bagnole, et là, c'est certainement pas de l'urbanisme circulaire. Donc oui, c'est le cœur du sujet, et c'est le plus difficile. Avec la question pendant que...
Non, mais avec la question de ce qu'on appelle en plus les ménages captifs, qui sont des ménages qui vont aller en périurbain, mais qui souvent vont se retrouver avec trop peu de revenus. Et souvent, dans un couple, il va y avoir qu'un des deux membres du couple qui va avoir la voiture, et l'autre qui est en captivité, entre guillemets, dans le périurbain. Aujourd'hui, quand vous êtes CSP+, vous habitez la ville, peut-être, vous avez même peut-être un jardin, et vous allez au boulot en vélo à côté de la gare. Si vous bossez dans une zone d'activité, de toute manière, vous ne pouvez pas aller en vélo dans votre job. Et de toute manière, il n'y a pas de bus le matin à 6 heures. Donc oui, là, on est vraiment sur des questions de fragmentation sociale qui sont le cœur du problème et globalement le cœur du laisser-faire. Et on retrouve la question de la place de l'élu et la question de la fameuse bonne échelle. Cette fameuse bonne échelle. Alors à Lyon, on s'est vraiment posé des questions et les choses ont bougé. Mais à l'évidence, on ne peut pas gérer un territoire à une échelle communale quand la réalité de vie des Français n'est plus du tout celle-ci. Ce que je vous propose, c'est une dernière question, voire deux, si jamais on s'autorise à dépasser un tout petit peu. Et puis on conclura pour passer la parole ensuite à la table ronde suivante. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il y a au moins une question? Peut-être, comme monsieur a déjà posé la question, il y a vous deux, et puis après... Bonjour, vous avez parlé d'outils insuffisants pour réguler le marché. Est-ce que vous pourriez développer la question des outils ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs outils qui se développent. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tout le détail de tout ça, mais globalement, il y a ce que j'appelle la clé des sols. C'est quelque chose qu'on n'a pas géré. Cette question du foncier, de la propriété foncière, sur lequel on introduit des choses qui ne sont pas extrêmement nouvelles philosophiquement, mais qui, en termes d'outils opérationnels, sont plutôt nouveaux depuis 3-4 ans, que sont les offices fonciers solidaires ou le bail réel solidaire, qui permet notamment de dissocier la propriété du sol de la propriété de l'appartement que vous achetez. Donc vous êtes vraiment propriétaire de votre logement, mais pas du sol en dessous. Et donc vous ne payez pas, ou plus exactement, vous louez ce sol-là. Compliqué, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, on a des outils aujourd'hui qui permettent de baisser les prix, qui permettent aussi de réguler les marchés. Mais il y a deux conditions derrière qui sont essentielles et qui sont vraiment des conditions politiques au sens premier du terme, au sens de la vie en commun. Il y a la question d'avoir un opérateur du temps long. Il y a bien quelqu'un qui doit être propriétaire de ça, et c'est finalement soit la puissance publique, soit finalement un opérateur du commun qui serait un privé, mais privé commun. Et ça, c'est vachement important à un moment de se dire qu'on a des sols communs, qu'on va sortir du marché. Puis il y a un deuxième truc très important que j'ai complètement oublié. Du coup, il y avait une dernière question ici, et comme ça on conclura avec vous. Oui, c'était pour peut-être donner une note un peu positive pour la fin de la séance, mais concrètement, comment on fait, nous, sur un territoire comme Lyon, qui est déjà super urbanisé, qui est dans une dynamique de métropolisation, de concurrence entre les territoires, comment on fait, quoi ? Alors, je ne vais pas rentrer sur métropolisation et concurrence entre les territoires, sinon on a encore 1h30, non ? Ou alors, en vrai, il faudra qu'on te mette une table ronde séparée. Ouais, voilà, on ne va pas rentrer là-dessus. Moi, je pense qu'on en parle beaucoup, mais que le réel est plus complexe. Comment on fait dans une ville minérale ? On plante. Parce qu'en fait, on n'est pas dans un jeu à somme nulle sur lequel on a deux équations en tête quand on parle de ville. La première équation, c'est de dire qu'il n'y a pas de croissance de la population sans étalement urbain. C'est faux. On a 25% des sols consommés pour faire des lotissements qui sont dans des communes qui perdent des habitants. Il n'y a donc pas de relation entre d'un côté l'étalement urbain et de l'autre côté la population et la croissance de la population. Et la deuxième équation qui est fausse, c'est de dire qu'en fait, plus de bâtis égale moins d'arbres. En fait, l'éléphant dans le système, que personne ne veut voir au milieu de la pièce, c'est la voiture qui prend une place folle dans la ville, parce qu'elle circule, et par le stationnement. Il y a de la place dans la ville à la fois pour construire, en tout cas, ces logements dont on a besoin, notamment pour le logement abordable, mais il y a aussi la place de planter. Et donc,
le chapitre dans mon bouquin sur la densification, sur cet acte de construire dans la ville déjà là, y compris dans la ville dense. Je donne la parole à un écologue qui nous explique comment ça peut être intéressant, comment ça peut être bien, mais comment il faut aussi le penser différemment, notamment sur la gestion du stationnement, etc., etc. Dans le comment on fait, en fait, l'urbanisme circulaire, moi j'ai strictement rien inventé, j'ai juste mis des mots sur les choses. La moitié du bouquin, c'est des pionniers qui font déjà, qui prennent la parole et qui expliquent comment ils font. En fait, on sait déjà faire. Et c'est ça qui est vachement bien, parce qu'on n'a pas le temps en fait d'apprendre à faire la ville de 2050. Il faut qu'on commence dès maintenant. 80% est déjà là, donc il faut s'y mettre dès maintenant. Mais on sait déjà faire. Il n'y a pas besoin d'inventer. Il y a besoin par contre de monter en généralité. Il y a besoin de faire que ces pionniers, ces démarches qui sont aujourd'hui exploratoires, deviennent finalement le nouveau normal, comme on dit ces derniers temps. Et merci beaucoup, puisque ça me permet de faire un petit teasing. Planter, ça sera le sujet de la table ronde sur la ville résiliente, où on parlera évidemment beaucoup de cette question de la nature en ville, mais pas que. La question de la bagnole, elle sera évidemment au cœur de la dernière, quand on parlera de ville marchable, puisque qui parle de piétonisation, place des piétons, place des modes doux, parle inévitablement de la surpondérance de la bagnole. J'allais dire de l'automobile pour être poli, mais on va dire de la bagnole. Merci beaucoup Sylvain Grisot. Mais c'est moi. Et de toute façon, je crois que tu restes dans les parages jusqu'à un peu plus tard. Donc si jamais vous avez besoin de parler avec lui, de faire signer des livres ou je ne sais pas quoi, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup et on se retrouve dans 10 minutes.